Salut, Ça va? ça va bien et toi? Ouais, super. Je suis super contente. J'ai beaucoup de gratitude pour cette interview. Ça me fait très très plaisir de passer ce moment avec toi et puis de le partager avec les gens qui nous regardent. J'ai envie de percer à jour tes secrets euh, qui, euh, qui t'ont permis de passer d'un moment très difficile dans ta vie apparemment. Enfin, tu vas nous en dire plus. À aujourd'hui être un web entrepreneur à succès, comme on dit. Quelqu'un qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois que tu as 28 ans. 27. 27. C'est quand ton anniversaire? C'est le 4 mars. 4 mars. Ok, je me demandais, j'ai vu une interview où tu disais que tu avais 27 ans, mais c'était en juin dernier et je me suis demandé si tu avais eu Ouais. tes 28 depuis. Non, pas encore. Pas encore. Bientôt. Voilà, donc j'aimerais qu'on perce à jour quelques secrets en tout cas dans ce temps-là qu'on va avoir. Si tu es ok, je te présente et Ouais? puis tu compléteras ou tu euh, rectifieras si besoin. Ok, parfait, avec plaisir. Super. Donc pour la petite anecdote, moi je recevais tes mails depuis longtemps en fait dans ma boîte mail. Je suis connue pour ça, on se moque parfois de moi parce que j'ai 11 000 mails non lus dans mon inbox parce que je m'inscris à des listes et puis je me dis toujours un jour ça sera peut-être intéressant et j'efface pas et je me désabonne pas. Et évidemment, moi, ça fait 10 ans que je suis coach, que j'accompagne des cadres et dirigeants dans leur épanouissement professionnel et personnel et dans leur accomplissement. Et j'accompagne aussi des coachs aujourd'hui. Et depuis juste cette année, j'avais envie de me lancer en ligne et de faire des programmes en ligne. Et bingo, c'est l'année que j'ai choisie pour ouvrir un de tes mails. Et je ne te connaissais pas du tout, hein. Je connaissais ton nom, je le voyais passer. Mais en réalité, je ne savais pas du tout ce que tu faisais. Et j'ouvre ton mail et bingo, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes des gens comme moi à créer des programmes en ligne. Et surtout, ce qui était intéressant et qui me touchait particulièrement, c'est que tu accompagnes des gens à créer leurs programmes en ligne, donc des coachs, des entrepreneurs, des experts, mais surtout dans ce qu'ils sont et de proposer des choses qui soient alignées avec qui ils Mm. sont et qui s'éclatent là-dedans. Et c'est ça qui était vraiment, qui m'a frappée. L'authenticité qu'il y a derrière et surtout ce n'est pas un copier-coller que tu proposes, c'est véritablement une méthode qui permet aux gens de s'épanouir et de s'accomplir dans ce qu'ils vont faire. Et puis tu vas plus loin, tu proposes aussi ce que toi tu as fait, c'est-à-dire de scaler un business, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, de recruter et de former une équipe qualifiée à laquelle tu vas pouvoir déléguer un certain nombre de tâches et qui t'a permis du coup d'atteindre la dimension que tu as aujourd'hui. Et on sent que ça, c'est loin d'être terminé. Du coup, tu transmets ça aussi aux gens comme moi, comment scaler votre business pour arriver à ces dimensions-là. Quelque chose aussi d'assez intéressant dans ton parcours, d'autant plus intéressant qu'on a ça en commun. Moi, je suis une ancienne gymnaste de haut niveau et j'ai fait du tumbling à un niveau international. Et je sais à quel point ça peut nous apprendre la rigueur, la discipline, le sens du résultat, l'intérêt du feedback permanent. Donc, on voit que ça, tu l'infuses vraiment dans tout ce que tu proposes. Et toi, tu étais dans le tennis. Donc, tu as été à un certain haut niveau au tennis. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as atteint à un moment donné un peu une espèce de limite qui t'a empêché d'exploser et d'être certainement professionnel aujourd'hui dans ce sport-là. Et je crois que tu as loupé 2 finales que tu aurais pu réussir et tu as senti que ton mental avait entravé quelque chose, avait entravé ton expansion totale. Et je crois que ça a été vraiment un turning point, cette limite que tu as ressentie, puis tu as été un peu énervé et comme je peux le comprendre, puisque je l'ai été aussi, mais mince, on ne nous apprend pas ça et c'est dingue. Et en plus, visiblement, toi, tu as trouvé des solutions après coup et tu t'es dit, mais c'est dingue qu'on ne me les ait pas apprises et qu'en francophonie, on ne nous apprenne pas ça et dans le sport de haut niveau, encore plus. Donc, et c'est intéressant parce que tu as heurté cette limite et aujourd'hui, dans plein de tes programmes, il y a le mot limitless et on sent que vraiment aujourd'hui, c'est ça qui t'anime, c'est faire péter les limites. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce turning point? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de ce joueur de tennis qui a été limité dans son explosion à ce web entrepreneur qui explose tous les scores? Ok, super introduction. Je pense que l'introduction est vraiment nickel. Merci. T'as fait tes recherches et, Un et peu, ça fait 6 mois que je te suis, puis j'ai quand même fait
3 séminaires de 2 jours avec toi et un mastermind. Ok. Ouais. En live, hein, c'est le truc que j'ai acheté. Il y en a qu'un que j'ai fait en live avec toi. Ah, ok, d'accord. C'est ce que je me disais. Ok. Alors, sur le tennis, je pense que je le décrirais pas exactement comme ça. Ce que j'ai vécu, c'est effectivement que j'ai plein de matchs que je perds. J'ai plein de matchs que je perds à cause de mon mental, tu vois. Et notamment un match quand j'ai 14 ans, c'est la finale des championnats de France et ça se joue à Roland-Garros. Donc pour un joueur de tennis, tu vois, faire sa finale de championnat de France à Roland-Garros, c'est un truc de fou. Et je n'étais pas du tout favori à cette époque-là. J'étais numéro 4, 5 français, tu vois. Et, et j'ai de la chance. Le tableau se libère un peu. Je fais 2-3 bons matchs. Du coup, je me retrouve en finale. Et en finale, là, tout devient possible, tu vois. Genre, un match, tout devient possible. Et je me souviendrai toute ma vie, je crois, de cette discussion avec mon entraîneur juste avant le match, où je pense que j'étais déjà un peu stressé parce que tu sais que tu vas jouer une finale à Roland-Garros, voilà. Et on a cette discussion et je pense que dans cette discussion, je me souviens de l'endroit, je me souviens de l'ambiance, je me souviens de tout. Lui, son intention à ce moment-là, je pense que c'est de me dire, bah, Julien, juste amuse-toi et fais ce que tu veux et fais-toi plaisir. Et sauf que moi, ce que j'entends à ce moment-là, c'est euh, les mots qu'il me disent, c'est, je me souviens de cette phrase, c'est, tu sais, une finale comme ça, à Roland-Garros, tu n'en auras peut-être pas 2 dans ta vie à jouer. Et donc, fais-toi plaisir, tu vois. Sauf que moi, je l'entends comme... C'est la pression. C'est ça. J'ai pas le droit à l'erreur. Et du coup, en fait, je fais ce match et ce match, c'est le pire match de ma vie. Le match est horrible. Je mets pas une balle dans le court. L'autre non plus. On fait tous les deux un match dégueulasse, tu vois. Et finalement, je perds 6-2, 6-3. Je vais lui serrer la main. Et là, j'arrive à ma chaise. Et je m'écroule en sanglots parce que, pas d'avoir perdu, mais d'être totalement passé à côté du match, tu vois. Et derrière, je suis inconsolable. Je me dis, et c'est cette phrase qui tourne en boucle qui est le seul match. Tu t'en auras peut-être qu'une des finales comme ça et t'es passé à côté. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, tu vois, plein de fois. L'année d'après, pareil. L'année d'après, je fais une super année. Je deviens numéro 1 français. Et pareil, sur 2 matchs, des balles de match, le même truc revient. Et puis, fin d'année, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas pris à l'INSEP. Donc, un an plus tard, alors que je suis numéro 1 français, je ne suis pas pris à l'INSEP. Ils en prennent qu'un de ma catégorie d'âge à l'INSEP. Je le vis mal sur le moment. Je le vis avec une forme d'injustice, une forme de colère, tu vois. Ouais, d'échec, de colère, d'injustice. Je rentre chez moi. Et là, en fait, ça faisait 3 ans que j'étais en internat. Et là, je rentre chez moi, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans et je vis seul avec ma mère. Et je me rends compte que ma mère est devenue alcoolique. En fait, pendant ces 3 ans, je ne l'avais pas vue, tu vois. Donc, je suis le seul à porter ça. Je rentre le soir et elle a bu, elle est violente, tu vois, tout ça. Et du coup, moi, à ce moment-là, ma fuite, c'est de m'entraîner plus. Voilà, c'est de m'entraîner plus. C'est de partir le plus tôt le matin et de rentrer le plus tard le soir parce que je ne veux pas vivre ça. Et du coup, je m'entraîne plus dur que tous les autres pendant 6 mois. Vraiment, et j'explose tout le monde. Genre, j'accroche même les gars de 2 ans de plus dans ma catégorie d'âge. Je suis numéro 1 dans ma catégorie d'âge et les gens de 2 ans de plus, je suis à 2 doigts de les battre. Et je fais vraiment la meilleure première partie de saison de ma vie parce que je pense que j'ai une telle colère et une telle rage à ce moment-là de ce que je vis à la maison que... Ouais. que faut bien que j'en fasse quelque chose de cette rage. Jusqu'à un jour où j'arrive sur le terrain et je fais n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi en mode je fais exprès, tu vois. Genre comme l'ado qui fait exprès de te montrer qu'il n'a pas envie de Une jouer. forme de vengeance contre la vie, quoi. Ouais, exactement. Et mon entraîneur m'a dit, tu fais quoi, Julien? Je lui dis, bah, j'ai pas envie de jouer. Et il me dit, ok, bah, rentre chez toi alors. Fuck. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Rentre chez Ça toi. peut se comprendre. Et au moment où il me dit rentre chez toi, bah, moi je rentre chez moi. Et une semaine après, il me dit Julien, je comprends pas, je n'ai pas tes nouvelles. Je dis bah non, tu m'as dit de revenir quand j'avais envie de jouer, j'ai pas envie de jouer.
Et il me dit, OK, bah, tu reviens. Moi, je te demande de revenir. Tu vois. Donc, je vais à l'entraînement. Et là, je n'ai pas vraiment envie de jouer, mais bon, je sens un peu l'autorité de l'entraîneur. Donc, je fais des efforts. Tu vois. Mais 2 semaines après, j'ai mal au coude. J'ai mal au coude au point où je ne peux pas plier le bras. Tu vois. Genre, je suis vraiment comme ça toute la journée. Et je fais des échographies, rien. Okay. Échographie, radio, rien. Pour autant, je ne peux pas plier le bras. Et je peux plus servir. Donc, je continue à faire ma saison en servant à la cuillère. Sauf que j'ai de plus en plus mal. Mais au final, ça m'arrange bien. Tu vois. Ça, je l'ai compris plus tard. Que c'était mon inconscient qui avait juste trouvé une stratégie pour arrêter et que ça ne fasse pas trop de scandale, pour avoir une excuse valable pour arrêter le tennis. Moi, j'ai une fissure de la 5e lombaire. Voilà, donc 6 mois plus tard, ça tombe bien parce que c'est le moment de faire le choix. Est-ce que je fais ma terminale au lycée ou est-ce que j'arrête totalement la terminale, tu vois? Donc, j'ai une bonne excuse pour dire que j'arrête le tennis et que je vais aller en terminale. Et là, je rentre en terminale, du coup, j'arrête le tennis. Enfin, je continue à jouer, mais j'ai plus d'intention, tu vois? Ouais. C'est toujours très dur pour moi. Ouais, j'ai perdu ma flamme totalement. Avec ma mère, c'est toujours le même poids. C'est toujours le même poids à ce moment-là, tu vois. Donc, mon année de terminale est très compliquée. Je suis très seul à ce moment-là. Je me sens très seul. Je ne me reconnais pas du tout dans les autres, en fait, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, leur vie, de juste travailler à l'école. J'ai vécu une vie tellement extraordinaire ces dernières années que juste aller à l'école, ça n'a pas de sens. Mais je travaille toute l'année. J'ai mon bac et après, il faut que je trouve un truc. Et là, du coup, je fais des études de finance, mais par défaut. Tu vois, genre, j'arrête de vivre. En fait, si je vis de manière intense de l'âge de 12 ans à 16 ans et demi, et quand j'arrête le tennis, j'arrête de vivre. Je commence à me déprimer à moitié. Survie, en fait. Tu passes en mode survie, en fait. Ouais, exactement, en mode survie. Ma vie a plus de sens. Voilà, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de choses qui m'enthousiasment. Il n'y a pas un avenir qui m'enthousiasme. Je ne me reconnais pas à côté dans le monde autour de moi. Donc, je vais à la fac et c'est tout. Ouais. Ça pendant 5 ans. Et quand même, tu as tenu 5 ans. Ouais, j'ai tenu 5 ans parce qu'à côté, j'avais découvert une passion qui était la cuisine et la pâtisserie. Donc, j'avais un blog. J'ai créé un blog qui, au final, au bout de 4-5 ans, a atteint plusieurs dizaines de milliers de visites par mois, tu vois. Mais c'était juste par passion. Genre, maintenant, tout le monde sait Enfin, je sais pas si tout le monde sait, mais en tout cas, moi, je sais qu'on peut gagner de l'argent avec un blog et qu'on peut très bien gagner sa vie avec un blog. À cette époque-là, pour moi... Mais c'est bien que tu le dises. Ouais. À cette époque-là, pour moi, c'était juste une passion. Et pour te dire, à cette époque-là, j'étais étudiant, donc j'avais pas d'argent. Et comme c'était une passion, bah, tu as envie d'aller manger dans les restaurants étoilés et tout. Sauf que quand tu es étudiant, tu vas pas mettre 300 € pour un repas. Donc, mon intention, c'était de me faire inviter, tu vois, de me faire tellement connaître que je puisse me faire inviter. Ce que j'ai réussi à faire, tu vois, j'ai pu manger dans tous les plus grands restaurants parce que le blog s'est développé. Je savais pas ça. donc voilà, ça, c'était la moitié du temps, je m'éteignais, ça n'avait pas de sens, et je vivais à travers la cuisine et la pâtisserie, mon blog à côté, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'avais pas le courage, j'avais pas la confiance pour sortir du cadre et me dire que tu n'es pas obligé de finir tes études si elles n'ont pas de sens pour toi. Parce que je pense qu'autour de moi, je voyais que des gens comme ça, tu vois, des gens qui... Puis l'éducation nationale, tout le système est fait pour ne pas nous laisser penser que c'est possible de tout foutre en l'air et de repartir à zéro. Moi, j'ai fait maths sup, maths spé, 3 ans d'ingénieur, 3 ans d'école d'ingénieur, 3 ans d'ingénieur. J'étais au même stade que toi en dépression. Ouais. Et je me disais, je ne veux pas foutre en l'air 9 ans et repartir à zéro avec rien. Enfin, il a fallu... Enfin, des fois, tu penses que la vie n'a aucun sens. Tu en arrives à penser à des trucs horribles. Et il faut que quelqu'un vienne te casser ce schéma-là. Alors, je ne sais pas si toi, tu l'as cassé tout seul. Moi, il y a un coach d'avant-garde qui avait 90 balais que j'ai rencontré, c'était incroyable, qui m'a dit, mais c'est des conneries tout ça, tu pars à zéro. Mais toi, je ne sais pas comment tu as fait. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que le refrain que j'avais dans ma tête quand je parlais auprès de ma famille que j'avais envie d'arrêter et que... tu vois, à cette époque-là, je pensais même à faire un CAP pâtisserie ou faire un CAP cuisine et aller travailler dans la cuisine parce que j'aimais ça, tu vois. Mais pour ma famille, tu passes d'un master de finance à CAP cuisine,
c'était pas concevable, tu vois. Genre, c'était la Je vois honte bien. de la famille, tu vois. Donc, le refrain que j'entendais, c'était non, mais tu verras plus tard, quand tu travailleras, tu comprendras pourquoi tu apprends tout ça. C'était le premier refrain. Et le deuxième refrain, c'était non, mais là, tu es en troisième année, il te reste plus que 2 ans. Donc, ça va, tu vois. Donc, j'avais ces deux Sacrifie-toi refrains. encore un petit peu. C'est ça. Donc, j'avais ces deux refrains qui justifiaient ça. Et je fais mon stage de fin d'études. Donc, c'était les 6 derniers mois de mes études. Et là, je me dis, putain, ça fait 5 ans qu'on me dit que là, ça va commencer à avoir un sens. Et j'arrive dans ce truc. C'est toujours aussi chiant. Mais le pire là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, je vois mes collègues qui, eux, ont 40 ans. Et je me dis, mais j'ai tout sauf envie de ressembler à ça. Et un jour, je discute avec l'un d'eux. Et je lui dis, en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais et machin. Il me dit, ben, moi, ça me va, tu vois, genre, je me lève à 8 heures, je me lève à 7 heures, je pars au bureau à 8 heures, je rentre le soir, il est 18h30. C'est plutôt cool, je peux profiter de ma famille le soir et je peux aussi profiter de ma famille le week-end. Et quand il me dit ça, je me dis, moi, je veux pas ça, en fait, genre, c'est pas la vie que je veux. Ouais. Et donc, pour Là, moi, c'est je sacrifie toute ma semaine pour quelques jours le week-end où je fais pas un truc qui me passionne, mais je suis avec les gens que j'aime. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas ça. suffisant, quoi. Exactement. Donc, moi, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est pas envisageable. En tout cas, je vais pas faire 40 ans là-dedans. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je peux faire à la place. Et je me dis, bon, allez, je vais faire 5 ans, tu vois, là-dedans, et on verra après. Et Ouais, puis, ouais, puis c'est vrai qu'à notre époque, c'est 50 ans que tu bosses, hein, donc ouais. Et puis, ce qui se passe, c'est que 2 mois avant la fin de mon stage de fin d'études, un jour, j'ouvre ma boîte mail. Et là, je vois un mail d'un nom japonais, comme ça. J'ouvre. Et là, le mail, c'est bonjour, on a vu votre blog, on adore votre blog. Et en fait, on recherche euh, un Français un Français qui serait passionné de cuisine et qui aurait des connaissances en cuisine pour venir passer un mois au Japon, sur lequel vous seriez on a une société de production japonaise et on vous filmerait pendant un mois et on vous emmènerait à rencontrer tous les plus grands chefs du Japon et à discuter avec tous les plus grands chefs du Japon, travailler avec eux, découvrir tout ça. Est-ce que waouh, ça vous intéresse? Moi, quand excellent. je vois ça, je me dis c'est ouf, tu vois, C'est ouf. c'est dingue. Et ils me disent par contre le départ est le 23 septembre, mon stage de fin d'études finit le 25, donc je vais voir mon chef, je lui dis est-ce que je peux partir le 23 s'il te plaît? Il me dit ouais, vas-y. Et donc là, je pars, enfin, la semaine avant mon départ, je me dis ok, quand je rentre, ils m'ont proposé un CDI, cette banque, donc quand je rentre, en fait, là, j'ai un mois pour souffler. Et quand je rentre, je retombe dans ce truc. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, je vais chez Gilbert Joseph. Pour sortir de là. Ouais, il faut que je trouve une solution pour sortir de là. Donc, je passe chez Gilbert Joseph à Paris et je me dis, il faut que je trouve. Il y a peut-être des livres pour apprendre qu'est-ce qui te passionne, pour apprendre à créer une carrière sur mesure, pour apprendre à avoir confiance en toi. Parce que à cette époque, je suis incapable j'ai pas de confiance en moi. Genre, T'es tout dans. jeune, quoi. T'es tout jeune et Ouais, t'as eu des galères. ouais, Confiance ouais, en toi, confiance en la vie, c'est compliqué, quoi. Normal. ouais, exactement. C'est très compliqué. Et là, du coup, je vais chez Gilbert Joseph. J'achète une pile comme ça de livres de développement personnel. Je ressors avec ma pile et je commence à lire un livre qui s'appelle Pouvoir illimité de Tony Robbins. Il est 18h et là, je commence à feuilleter les pages. Je lis l'introduction et l'introduction, je m'en souviendrai toute ma vie puisqu'il explique que, en fait, on est illimité en tant qu'être humain et que la seule chose qui nous limite, c'est notre esprit. Et il prend deux, trois exemples qui résonnent avec moi à ce moment-là. Je me dis, c'est un truc de dingue ce truc. Et du coup, je continue à lire jusqu'à 22h, je vais me coucher. Et là, à 4h du matin, je me réveille, mais on fire, tu vois, genre plein d'énergie. Je me dis, ben en fait, il est 4h du La matin, je n'ai pas flamme besoin s'est d'aller. rallumée. Ouais, la flamme s'est rallumée, il est 4h du matin. Je peux aller courir, je n'ai pas besoin d'attendre 7h pour aller courir. Pourquoi je n'irais pas courir maintenant? Je vais courir tout seul dans Paris. Je cours à 30 km, il est 4h du matin, tu vois. Et je me répète en courant pendant. Je pars de la Madeleine, je vais jusqu'à Boulogne-Billancourt, je reviens par l'autre côté de la rive et tout, je Oui, fais je le vois bien. tour de Paris. J'ai vécu 8 ans à Paris, je vois très bien. Voilà. Et dans ma tête, je me répète, je suis illimité, les seules limites sont dans mon esprit. Pendant 1h30, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un truc qui a commencé à changer. Et du coup, la semaine se passe, je continue ce livre et tout. Derrière, dans l'avion pour aller au Japon, je découvre un autre livre qui est Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin.
qui m'a beaucoup aidé aussi, qui te donne plein d'exercices justement pour découvrir quelle pourrait être ta passion, qu'est-ce qui pourrait être ta passion, comment tu pourrais créer une carrière autour de ce que tu aimes et tout. Et donc, j'allume, il y a des gens, ils regardent la télé dans l'avion. Moi, je lis, je fais tous les exercices un à un, tu vois. Et, et voilà. Donc, je suis dans ce parcours et j'arrive au Japon. Et là, la première journée, on va dans une province du Japon et on va rencontrer le meilleur producteur de riz du Japon. Et Ouais. donc, on passe la matinée à travailler avec lui. Franchement, c'est chiant, mais c'est-à-dire que juste tu vas cultiver le riz, c'est hyper chiant. Mais, euh, mais voilà, au moins je suis libre, je suis à l'air libre et je vis un rêve, tu vois. Et Ouais. le midi, il nous accueille, il nous dit, avec l'équipe de prod, du coup, il nous dit, voilà, je vous ai concocté plein de plats avec le riz pour que vous puissiez découvrir le riz. Donc, tu as fait 25 plats avec le riz, c'est incroyable. Et là, j'ai l'occasion de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Je me souviens encore de lui, de son regard, de la profondeur de son regard, tu vois. Mm. Et à ce moment-là, je lui dis, il s'appelait Taku, je lui demande, Taku, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et il me répond, parce que pour moi, c'est une mission. Et en fait, ma mission, c'est que si jamais le Japon est en guerre, c'est de pouvoir continuer à leur fournir à manger et continuer à leur fournir une nourriture de qualité. Et pour moi, c'est pas cultiver le riz, c'est une mission, c'est quelque chose qui me dépasse. Et au moment où il me raconte ça, tu vois, il a une larme qui coule sur le visage et je suis vraiment touché par à quel point il est inspiré par ça. Et c'est une question que je me suis jamais posée. Je me dis, moi, c'est quoi ma mission, tu vois? Ouais. C'est la réflexion que j'ai. Et j'ai aucune idée de la réponse à ce moment-là. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ma mission, elle ne se trouve pas dans la finance, tu vois. Donc, donc je ne sais pas quelle est ma mission, mais en tout cas, je sais ce qu'elle n'est pas. Donc, je rentre le soir à l'auberge, j'ouvre mon ordinateur, j'envoie un mail à la banque qui devait me prendre en CDI et je leur dis, écoutez, en fait, je reviens sur l'accord que je vous ai donné, je ne prendrai pas ce CDI en rentrant. Donc là, dès le premier jour, tu vois, au Japon. Donc là, il me reste un mois au Japon pour trouver une solution. Mais en tout cas, j'ai mis fin à cette prison. Tu vois, j'ai pris cette décision. Euh, Tu as fermé voilà. cette porte et tu J'ai fermé cette porte. as réaligné les choses pour que ça puisse circuler, en fait. Voilà, c'est ça. Mm. J'ai réaligné les choses. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, il y a plein de choses qui sont arrivées, tu vois. Euh, j'ai commencé, du coup, en rentrant, je passe 30 jours merveilleux, mais en rentrant, euh, j'avais une connaissance qui cherchait un stagiaire en tant que relation presse dans la gastronomie. Moi, ça me plaisait. Et même si je gagnais 500 euros par mois, tu vois, parce que j'étais stagiaire et tout, moi, je m'en foutais, en fait. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était faire ce que j'aime. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, au bout de 3 4 mois, je n'aimais pas la relation que j'avais avec elle. Je n'aimais pas la manière dont elle me traitait et tout ça. Je n'aimais pas la manière dont elle me donnait des ordres. Donc, je me suis dit, OK, il faut que tu trouves un truc pour être indépendant. Et en parallèle, j'ai découvert que tu pouvais gagner ta vie avec un blog et tout ça. J'ai acheté une formation là-dessus. J'ai appliqué tout ce qu'on m'a dit de faire. Et là, en 4 jours, je génère 7 000 euros, tu vois, juste en vendant une formation sur la pâtisserie. Waouh. Ouais. Et C'était là, à combien de temps, ça? ça, c'était il y a euh, bientôt 5 ans. Ça passe vite. Ouais, bientôt 5 ans. Et c'est incroyable ce qui s'est passé dans ces 5 dernières années. Mais voilà, ça, c'est le premier truc. Et puis, en parallèle, je commence à faire beaucoup de stages de développement personnel, de tout ça. D'accord. Et T'es tombé dans un la jour, marmite, en fait. ouais, là, je suis dans la marmite. Ah ouais. Tomber dans la marmite du développement personnel. Et ça, c'est vraiment une question qui me touche particulièrement. C'est quelle est la part aujourd'hui du développement personnel dans ta réussite aujourd'hui? Pour moi, tout. Mm. Et je suis hyper heureuse que tu aies partagé toutes les difficultés que tu as traversées parce que c'est assez facile de, tu sais, de sauter sur la conclusion que tu es un surdoué, tu es un HP, et puis voilà, et en fait, les autres, ils peuvent pas y arriver. Mais ton parcours, il est hyper riche et je te remercie de ton authenticité, de tout ce que tu partages parce que ça peut permettre aux gens de comprendre que oui, tout le monde peut, avec du développement personnel, s'élever et faire péter des plafonds. Hmm. Parce que, effectivement, les gens regardent souvent ma vie aujourd'hui en se disant oui, c'est facile pour lui ou quoi.
Mais qu'on remette un peu les choses dans le contexte, aujourd'hui, effectivement, j'ai 27 ans. À 23 ans, je vivais encore chez ma mère. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je détestais mes études. Je me détestais tout court. Euh, j'avais jamais eu de copine de ma vie. J'avais pas vraiment d'amis. J'avais tout du gars où il y a 4 ans, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi. Tu vois? Ouais. Enfin, ça, c'est ce que toi, tu pensais. Je suis pas sûre que les autres pensaient ça, mais toi, tu ressentais ça en tout cas. Enfin, tu vois, il y a quand même différents faits de. Euh, t'as quand même peu de personnes à 23 ans euh, qui ont pas d'amis. Quand je dis pas d'amis, c'est que tu vois que je sortais pas, j'avais vraiment pas d'amis. Qui ont jamais eu de copine de leur vie à 23 ans, tu vois. Il y a quand même plein de qui vivent encore chez leur mère, tu vois. Il y a plein de trucs qui fait que tu te dis, waouh, ça va être compliqué pour lui de Ouais, je grandir, tu vois. comprends. Ouais, ouais, tu avais une vie qui s'était un peu étriquée par rapport à tout ce que Ouais, tu avais vécu, tu avais fermé, 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 et tu te retrouvais dans un KGB, quoi. exactement. Mm. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu utilises ce terme parce que c'est vrai à un niveau, d'un point de vue imagé, mais c'était vrai aussi à un point de vue Physique. physique, tu vois. Ça se manifestait dans la matière comme ça Ouais, aussi. exactement. Ouah. Et ouais, c'était ta chambre d'étudiant, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais. Chambre d'étudiant de 8 mètres carrés. euh, Ouais. chambre de bonne, tu vois, de l'appartement de ma mère. Waouh. Et du coup, je te remercie aussi d'avoir partagé des livres parce que je crois que c'est pour une introduction, en tout cas au développement personnel, l'introduction facile. Hein, c'est un peu plus compliqué, soit d'aller voir quelqu'un, un coach, ou de t'inscrire à un programme intensif. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent dans des KGB, Mm. beaucoup d'autant plus du Covid. Quels sont les 3 livres que tu leur conseillerais pour s'introduire à ces notions de développement personnel? Tu en as cité 2. Est-ce que c'est ces 2-là encore que tu conseillerais à ces jeunes ou autre chose? Euh, effectivement, en termes d'introduction, ouais, je pense que pouvoir est limité et euh, je réfléchis s'il y en a. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ces livres qui font une différence. Après, forcément, je mettrais aussi dans la même case, parce que quand tu as lu Pouvoir illimité, tu as envie de lire le deuxième, qui est L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins. Mm. Mais c'est vrai que franchement, ces 3 livres, pour moi, euh, c'est pas ceux qui ont le plus influencé ma manière de voir la vie aujourd'hui. Mais par contre, c'est ceux qui ont été le starter dont j'avais besoin. Et voilà. Ouais. Moi, je sais que c'était Le Secret, tu vois. Ok. Alors, maintenant, j'ai pris beaucoup Ah, de distance. Hein. ouais. C'était il y a 15 ans. J'ai pris beaucoup de distance par rapport à la loi d'attraction et tout, mais c'est ça qui m'a fait me sentir arrêter de subir ma vie Mhm. et de me dire, mais Le en fait, secret m'a donné aussi beaucoup d'espoir. ouais. Tu vois. Et tu dis ça, je crois, dans une interview. C'est bien à un moment donné, c'est pas toi qui le dis, c'est David Laroche, je crois, que tu connais. À un moment donné, j'ai été dans un fantasme de toute puissance. Et bien sûr, c'est un fantasme, mais j'en ai besoin. Enfin, pour passer de impuissant à puissant et pas tout puissant, il me fallait ce fantasme-là que je peux être dans une toute puissance. Et c'est vrai que ces bouquins-là, et quand tu l'appliques, ça marche. Donc c'est ça qui est dingue. Hmm. Moi, je me souviens, tu vois, que au livre Le Secret, effectivement, je me visualisais avec 100 000 euros sur mon compte en banque. J'avais fait le petit papier, je l'avais dans ma poche Check. toute la journée et tout. Donc, Excellent. ouais. Ouais. Et du coup, quels seraient les livres que tu conseilles pour plutôt des gens à ton niveau? C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, qui t'inspire encore et Ouais. qui te donne le... Parce que c'est difficile après, hein, de plus en plus difficile de trouver des mentors et des gens qui t'inspirent et qui te font passer des caps, parfois dans la spiritualité ou dans la performance. Pour moi, John de Martini est incroyable. Je sais pas si Ouais. tu connais. Un peu. Ok. Un Pff, genre, ouais, tu vois, ça me donne de la joie de penser à lui. Mais ouais, j'ai découvert son travail un peu grâce à David Laroche, en fait, parce que David a beaucoup été influencé par John de Martini. Et puis, j'ai finalement lu tous ses livres, et c'est vraiment mon livre de chevet, tu vois. Genre, avant-hier soir, j'avais été challengé dans la journée, je réouvre ça et je relis ça et je me dis, waouh, ok,
tout est à mon service, tu vois. Donc, John de Martini, pour moi, vraiment, c'est ma Bible. Ensuite, j'aime beaucoup des livres qui m'ont beaucoup influencé. Je pense à Essentialism de Greg McKeown. Je ne sais pas si tu connais ce Non, livre. je ne connais pas. Ok, j'aime beaucoup ce livre. Il représente aussi beaucoup ma philosophie de vie aujourd'hui, parce que je suis assez minimaliste. Je vis avec 2 valises, tu vois. J'ai pas de maison, j'ai pas d'appart, j'ai pas d'autres possessions que ce qui peut tenir dans ces 2 petites valises. Donc j'aime beaucoup toute cette philosophie autour de, plutôt que de me demander qu'est-ce que je dois faire, me demander est-ce que c'est vraiment important. Et ça dirige beaucoup ma vie aujourd'hui. Donc ouais, c'est un livre aussi que je recommande qui m'a beaucoup impacté. Et je dirais qu'aujourd'hui, tu vois, c'est les 2 livres que j'ai encore très envie de relire constamment. Ok, je te remercie pour ça. Ta zone de génie, tu parles de la zone de génie et tu conseilles à tous les coachs et entrepreneurs d'être dans leur zone de génie pour pouvoir avoir des résultats et s'éclater. Et tu parles très bien de cette flamme qu'il faut maintenir et c'est qu'en étant dans sa zone de génie qu'on peut maintenir cette flamme à flot, si on peut dire comme ça. Tu as une définition d'ailleurs que j'aime beaucoup de ce que c'est la zone de génie. Tu dis c'est l'expression de ton âme dans cette vie. Et ça, c'est quelque chose qui me... C'est moi qui dis ça? Ouais, je t'ai entendu dire ça dans une Okay, interview. C'est beau, c'est hein? intéressant. Ouais, c'est bien. L'expression de ton âme dans cette vie, c'est toi qui l'as dit, c'est de toi. D'ailleurs, je vais faire un Okay. petit visuel avec la citation de Julien Musi parce qu'elle Je me vais le parle. noter, que je m'en rappelle quand même. Je te l'envoie. Tu sais, moi, ma boîte, elle s'appelle Âme et Science. Donc, c'est voilà, l'intersection et la complémentarité et la fusion de l'âme et de la science. Et j'aime beaucoup voilà, l'expression de ton âme dans cette vie. Du coup, c'est quoi ta zone de génie? Et surtout, est-ce qu'elle est permanente pour toi ou est-ce qu'elle évolue dans le temps? Et toi Euh, qui es aussi coupé dans t'en étais à ton blog de la pâtisserie, etc. On veut savoir la suite. ouais, moi, euh, le fond est toujours le même. Par contre, je pense qu'elle s'exprime sous différentes formes. Euh, Par exemple, c'est marrant parce que je pense que ce que j'exprime aujourd'hui en entrepreneuriat est la même chose que ce que j'exprimais dans le tennis. Donc aujourd'hui, je définirais ma zone de génie comme euh, imaginer quelque chose que les autres ne pensent pas possible, être capable de très rapidement visualiser, tu vois, je vois beaucoup les choses, je suis quelqu'un de très visuel, donc très vite visualiser une stratégie qui puisse permettre d'y arriver et surtout agir beaucoup plus vite que les autres. Et tu vois, C'est un quick start, hein, tu dis. Je suis un quick ouais, start. quick start à mort. Ouais. Alors ça, on Quick n'est pas start. du tout pareil là-dessus. Moi, je suis un très low start. Ça m'étonne pas. C'est vrai. Mais ça m'étonne pas, genre, euh, dans, dans tout ce que tu proposes et tout, on sent qu'il y a du cadre, il y a de la précision, il y a de la préparation. Moi, c'est vas-y, on y va, tu vois. J'ai vu comme tu m'as stressé. On fait l'interview, ouais, ok, bah c'est cette semaine. J'ai des trucs cette semaine, moi. Tu peux pas imaginer le stress que ça m'a mis, le bordel dans mon organisation. Je vais aller, il doit m'apprendre le quick start, lui, je le sais. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, je pense que c'est vraiment ça, ma unique ability, c'est ok, j'ai une idée, les autres se disent c'est fou, mais j'y vais et en fait, j'ai pas vraiment de notion de peur, j'ai pas vraiment de notion de danger face à des idées. Je suis quelqu'un d'assez peureux dans la vie, je pense, C'est tu vois, vrai? physiquement ou quoi, si je rencontre des racailles ou quoi, Ah, je vais mettre ma ok. copine devant, tu vois. Mais, D'accord. mais par contre, dès que je vois une bête, j'ai peur ou quoi. Mais par contre, en termes d'idées je vois pas le danger derrière une idée, tu vois. Je vois pas le danger derrière un projet. Donc, c'est super parce que du coup, Ça, tu as toujours été comme ça, parce que ça, c'était une question que j'avais, parce que moi, ouais, j'adresse des leaders hypersensibles, hyper empathiques, ouais, j'ai toujours été qui comme ça. ont une peur dingue du regard de l'autre, du jugement, et puis surtout de décevoir, parce qu'en fait, quand ils déçoivent l'autre, ça leur fait encore plus mal que quand ils sont déçus eux-mêmes. Et toi, je sens que tu n'as pas du tout ça. En fait, moi, Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu hmm, pourrais aider ces gens qu'est-ce que tu leur moi dirais? j'ai une fenêtre de tir, tu vois. Je pense que c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure sur moi, au fur et à mesure du temps. C'est que j'ai cette fenêtre de tir où quand j'ai l'idée, si j'y vais immédiatement, quand je dis immédiatement, c'est pas dans 1 heure, c'est maintenant. C'est j'arrête tout et je mets cette idée en place. Ouais. Là, j'ai pas de peur, j'ai aucune peur. Si je commence à laisser 1 ou 2 heures, là, effectivement, je vais commencer à mentaliser les choses et Ah.
Tu et je perds tout. court-circuites Ouais, ton circuit de peur, quoi. Ah ouais. exactement. Et du coup, je pense que je laisse vraiment la part de mon intuition, juste mon intuition me guider. Et mon mental n'a pas le temps de prendre les commandes. Donc, c'est un gros bénéfice parce que du coup, les choses vont vite, on croit vite et on avance vite. Et quand j'étais seul, j'avançais vite. Il y a un gros inconvénient là-dessus, c'est pour les gens qui travaillent avec moi. Imagine bien. Parce que tu vois, là que je te dis, c'est cette semaine, genre les gens qui travaillent avec moi, c'est x10 ça, tu vois. Et mon directeur opérationnel, il est très low quick start. Mais je l'ai volontairement pris pour ça. Parce que dans le passé, j'ai eu tendance à. Forcément, quand tu es quick start, les gens pas quick start, ça te saoule. Tu vois, parce que, J'imagine. genre, mais On putain, t'imagine assez bien agacé. on y va ou quoi? Donc, j'ai fait ces erreurs dans le passé de travailler avec des gens qui étaient comme moi. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur. C'est de vouloir travailler avec des gens qui sont comme soi, parce qu'on les aime bien, ils pensent comme nous. Mais au final, ça fout un bordel monstre, plusieurs quick starts ensemble. Parce qu'il n'y a personne pour réparer, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, du coup, je suis très content d'avoir un directeur opérationnel qui est l'inverse de moi. Au début, ça a été très challengeant pour moi. Parce qu'il me saoulait, tu vois. Vraiment, c'était en mode, mais putain, mais vas-y, envoie quoi. Ouais, c'est comme un Avance. boulet pour toi, quoi. C'est un boulet qui Exactement. ralentit, quoi. Ouais. C'est exactement ça. À chaque fois, il dit, OK, on va y réfléchir. Non, on va le faire, tu vois. Et en fait, C'est jusqu'au un jour où. ingénieur, non? C'est pas un ingénieur? Parce que les ingénieurs sont Non, beaucoup comme ça, non? non, c'est un trader. Mais les traders ont un peu ça, tu vois. Ouais, possible. Donc ouais, il a ça, mais aujourd'hui, je me rends compte, putain, genre, heureusement qu'il est là, parce que du coup, je peux exprimer librement mon quick start. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière Il y a un garde-fou. ouais, qui va aussi réparer le bordel que je crée, tu vois. D'accord. Ouais, c'est top. Vraiment, je repense à mes leaders empathiques là, qui sont en stress du regard de l'autre. Donc, du coup, toi, ça Ouais. a toujours été inné? Ou alors, parce que ceux pour qui c'est inné, en général, ils ne savent pas forcément le transmettre aux autres. En fait, ouais, il y a ce truc, effectivement, qui a été inné. euh, Mais est-ce que Enfin, c'est que ça que j'ai tu découvert. conseillerais Non, à ceux qui stressent, c'est passer à l'action et que vous ne posez pas de questions? Ça serait ça ton conseil? il y a ça, mais pour moi, il y a un autre truc qui m'a beaucoup aidé. Je pense que maintenant, je l'ai validé. Je suis très à l'aise avec ce côté quick start. Je me plais dedans. Donc, effectivement, je ne l'ai plus. Mais si je replonge un peu en arrière, c'est vrai que je pouvais être effectivement très peureux du regard des autres. Aujourd'hui, franchement, je m'en fous aujourd'hui à un point. C'est ça, comment tu as fait? On veut savoir. Ouais, il y a plusieurs choses. La première chose, ça a été de connecter vraiment à quelque chose, à un message, tu vois, et d'arrêter de penser à moi, parce que je pense que c'est le problème des gens qui ont peur du regard des autres, c'est qu'ils sont focalisés sur eux, en fait, tu vois, et sur l'image qu'ils peuvent renvoyer. Et c'était 24 ans de ma vie, être focalisé sur cette image que je peux renvoyer, jusqu'au jour où je participe à un séminaire de dev perso, et à la fin, il nous fait faire un exo de visualisation. Et j'ai jamais revécu ça, mais à ce moment-là, euh, dans cet exo, je me vois, mais en réel, tu vois, c'est pas simulé, je me vois en réel devant une scène de 1000 personnes. À cette époque-là, j'étais encore très timide, très mal dans ma peau. Il n'y avait aucune évidence qui prouvait ça. Mais cette vision, elle me fait croire quelque chose d'autre qui existe, tu vois. Et à ce moment-là, je me vois devant une scène de 1000 personnes, 1000 sportifs, où je leur partage justement cette idée que tout est possible et qu'on a de la chance, tu vois, d'être en vie et qu'on ne célèbre pas assez cette chance. Wow. Et, et le lendemain, je m'inscris dans une école de coaching. 3 mois après, je fais ma première conférence, tu vois. Mais en fait, j'étais terrifié, tu vois. Enfin, j'étais quand même j'étais terrifié de faire cette première conférence parce que j'étais déjà pas à l'aise à parler à des gens. Donc, parler devant un De là où public, tu venais, c'est sûr. ouais, c'était dingue, tu vois. Mais c'était assez marrant, cette première conférence. Et ok, ça doit venir de là, sûrement, je pense. Cette première conférence, j'avais tout préparé mot à mot. Je savais tous les mots que Je j'allais vois pas dire. du tout de quoi tu parles. Voilà, j'avais J'ai fait préparé plein de tout. conférences, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est encore l'enfer. Voilà, c'est fatigant, putain. Et en fait, les 30 premières minutes, c'était horrible, mais horrible, tu vois, parce que Ouais, je vois. j'étais plus focalisé sur, est-ce que je vais dire le bon mot, est-ce que je vais réussir à réciter mon script comme je l'ai prévu, plutôt que de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre avec mon cœur.
Et en fait, cette conférence, je la faisais avec mon meilleur ami qui était aussi dans cette démarche. Et on s'était réparti la conférence en 1h30. Je commence 30 minutes, ensuite tu parles 30 minutes et ensuite je conclue 30 minutes. Donc je fais mes premières 30 minutes avec mon script, j'avais même ma feuille à côté, tu vois, au cas où. C'est dire comme ça. Putain. Et ouais, j'avais ma feuille à côté au cas où. Et en fait, mes 30 premières minutes, je transpirais, j'avais chaud, je me sentais mal à l'aise. Je sentais le public qui n'était pas très captivé, tu vois. Et puis, c'est ça se sent en plus. ça se sent, tu vois. Et du coup, derrière, mon pote prend la parole 30 minutes. Et là, sur les 30 dernières minutes, je me dis, franchement, c'était horrible ces 30 premières minutes. Ces 30 premières minutes. Allez, quitte à ce que ça soit horrible, autant que je partage un message avec mon cœur, tu vois. Donc, je laisse totalement ma feuille. J'oublie tout ce que je dis. Je change totalement ce que j'avais prévu. Je commence à parler de mon histoire, ce que j'en retiens. Bref, du storytelling. Tu peux pas te tromper sur du storytelling, en fait. Tu n'as pas à lire ta feuille, tu vois. Et je lis ça, et à la fin, les gens viennent me voir et ils me disent, c'est dingue comment ton énergie a changé entre la première partie et la deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et la première partie, pour être transparent, je me suis fait chier, tu vois. Et la deuxième partie, j'ai vraiment été touché. Et je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit, bah, en fait, ça marche pas de réciter, d'être dans le mental. Moi, j'ai envie de partager un message avec mon cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prépare rien. À la limite, je vais préparer, tu vois, éventuellement 3 idées. C'est-à-dire que quand vraiment je fais un effort de préparation, ça se résume à 15 mots, tu vois, 3 fois 5 mots, 3 phrases de 5 mots, tu vois. Ouais, c'est des idées, quoi. C'est des fils conducteurs. C'est des idées. Donc, je pense que c'est ça qui m'a marqué. C'est faire vraiment l'expérience de à quel point ça pouvait être douloureux pour moi de me prendre au sérieux, de vouloir absolument faire bien, en fait. Contrôler, Maîtriser et de voir l'expérience à quel point tu te sens vivant, en fait, quand juste tu es dans le flow plutôt que d'être dans ta feuille. Voilà. Et cette expérience, je pense, je n'avais pas mis de conscience là-dessus, mais tu me fais mettre de la conscience là-dessus. Ça a été un turning point pour moi de réaliser que, en fait, j'ai juste à être moi-même. Et pour une conférence, par exemple, c'est cette idée aussi de ne prépare pas la conférence, prépare le conférencier. Donc, je me forme constamment, je lis constamment, j'apprends constamment. Et je fais confiance aussi à une force supérieure. C'est-à-dire que, tu vois, quand je suis dans une interview ou une conférence, une interview, je suis guidé, donc il y a moins ce truc. Si j'ai un blanc, la personne va me poser une question. Tu vois. Mais sur une conférence, tu es tout seul. Mais par contre, avant chaque conférence, je pose vraiment cette intention de me laisser guider par quelque chose de plus grand qui sait ce dont les personnes ont besoin. Ah ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages. C'est vrai que c'est tout ce que je veux partager. En remettre à cette force-là. C'est ce que j'appelle la source de la création. Il y en a qui appellent ça l'univers, mais l'univers, tu vois, c'est déjà ce qui a été créé par la source de la création. Et de sentir cette source, j'aime bien le mot source parce que justement le flow, le courant, sentir ce courant qui nous traverse, et on a juste à permettre en fait, à permettre que ça nous traverse et ce cagibi en fait que tu avais fermé, et puis tout d'un coup quand tu ouvres les portes, en fait c'est là, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Je te remercie, c'est un magnifique partage. Touche beaucoup. Et je pense que ça va aussi avec plein de choses que j'ai intégrées ces dernières années, qui sont que ces idées, tu vois, la plupart de ces idées qui me viennent de John DeMartini, tu vois, ces idées que rien n'est en travers du chemin, tout est sur le chemin. Ce qui veut dire que même si tu bafouilles, en fait, ou qu'à un moment tu dis de la merde, bah en fait, c'est pas une erreur. Ça faisait juste partie du chemin et c'était exactement ce qui devait t'arriver. Donc, je pense que mon conseil, en fait, c'est pas passe à l'action et juste bouge-toi le cul. Mon conseil, c'est fais confiance en quelque chose de plus grand que toi. Et je me souviens aussi d'une distinction qui a fait une énorme différence pour moi, justement, à cette époque où mon but, c'était d'avoir confiance en moi. C'est cette distinction entre avoir confiance en soi et se faire confiance. Et je cherchais à avoir confiance en moi et aujourd'hui,
j'ai totalement arrêté de me poser la question est-ce que j'ai confiance en moi? Mais par contre, je fais le choix de me faire confiance. Avoir confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose de c'est défini et tu peux pas tu peux pas y faire Défini, grand ouais. chose. Alors que te faire confiance, c'est un choix, c'est une décision que tu prends et je me fais confiance et je C'est fais une action. confiance dans le fait que C'est une action. c'est une action. Et je me fais confiance et je fais aussi confiance dans quelque chose de plus grand que moi qui est en train de me guider. Et ce que je trouve intéressant avec toutes ces idées, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire, peut-être des gens qui nous regardent même, qui peuvent se dire, oui, mais Julien, c'est facile de dire ça. J'ai plein d'arguments pour te montrer que si tu te fais confiance, tu n'es pas assez préparé ou quoi. Oui, effectivement, parce que peu importe ce que tu crois, tu auras toujours raison. Et si tu crois qu'il n'y a rien qui te guide, tu auras plein d'évidences, tu me donneras plein d'évidences sur lesquelles j'aurais du mal à argumenter, parce que tu le vois tellement comme ça que tu as raison, en fait. Dans ton monde, tu as raison, rien ne guide. Mais qu'à partir du moment où tu crois que quelque chose te guide, tu as raison également. Et c'est ça que je trouve génial, tu vois, avec, avec tout ce que je transmets et mon métier et ton métier, c'est à quel point nos pensées créent notre réalité et rien d'autre, en fait. Rien d'autre. Tout part de nos pensées. On appelle ça dans le coaching intégral que je pratique la structure d'interprétation. C'est cette petite boucle qui fait que tu vas rentrer dans des cercles qui vont se rétrécir où tu vas avoir des openings, des ouvertures, c'est le KGB que tu ouvres et tu vas ressentir de plus en plus cette force qui est là. Et malgré tout, tu vois, toi, tu as vécu ces difficultés dans le tennis et après dans ta vie. Et aujourd'hui, peut-être que ça fait du sens. C'est-à-dire que même si à ce moment-là, tu pouvais te sentir déconnecté de cette force, tu pouvais avoir l'impression que tu étais seul au monde, après coup, tu sais qu'il y avait un sens à tout ça. Ouais. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est le jour où tu te connectes à ça et où tu ressens ça, tout prend sens en fait. Tout depuis le début, c'est ça qui est incroyable. À partir de ce moment où tu fais ce blog, ensuite, comment tu arrives à leader de ton marché? Donc, c'est le nom de ta boîte que j'ai pas cité. Et là où tu en es aujourd'hui. Ouais. Je fais ce blog, je me passionne pour le développement personnel, je fais plein de séminaires. Justement, je fais ce séminaire où, euh, où j'ai cette vision. Donc, j'ai toujours ce blog. Okay. J'ai toujours ce blog. Ce blog continue à gagner. Genre, je fais un gros lancement, tu vois, je fais 7000 en 4 jours, mais derrière, il gagne entre 1500 et 2000 euros par mois, ce qui est cool. Hein. Genre, je vis chez ma mère, je suis auto-entrepreneur, ma mère me paye à manger, me paye le loyer, donc c'est 1500 ou c'est 7000 euros d'argent de Argent poche. de poche. Ouais, c'est de l'argent de poche. Donc, euh, quelques semaines plus tard, après ce lancement, j'assiste à un séminaire et j'ai cette vision justement où il n'y a aucune évidence pour ça, mais quelque chose me dépasse et me dit j'ai envie d'aller coacher des sportifs de haut niveau. Tu vois. Et donc, je m'inscris à une école de coaching le lendemain. Euh, je fais cette école de coaching. En parallèle, au bout de quelques mois, je fais des conférences dans le dev perso et surtout, là où je mets mon attention, c'est euh, trouver des clients, des sportifs de haut niveau dans le tennis. Donc, je commence à travailler avec des premiers sportifs de haut niveau, bah, des gens que j'avais connus, tu vois, qui ont continué. Et je travaille avec une fille je travaille avec deux personnes, une fille qui est 500e mondiale à l'époque. Et en fait, on travaille ensemble. Ce que je trouve dingue, tu vois, c'est qu'elle n'avait jamais entendu parler de toutes ces techniques de visualisation, à quel point nos pensées créent notre réalité et tout ça. Et en fait, en l'espace de 3 mois, elle passe de 500e mondiale à gagner contre des filles qui sont 100e mondiale, tout ça. Donc, je me dis, waouh, ça marche, tu vois. Et j'en ai une deuxième qui, elle, au bout de 3 mois, se dit, OK, en fait, je suis en train de me rendre compte que ce tennis, j'en ai rien à foutre. Je le fais juste pour mes parents, et qui décide d'arrêter totalement sa carrière. Donc, pour moi, c'est 2 victoires tout de même. Ouais, bah Et oui. je me dis, OK, Tu sais il pas faut le que... nombre de cadres dirigeants que j'ai accompagnés et qui ont démissionné après. Ouais. Et donc, euh, je fais ça et je me dis, ben, ok, je sais bloguer. Euh, je sais, je développais des compétences dans le blogging, dans le référencement, dans, euh, dans YouTube, dans tout ça. Donc, mais c'est simple, il faut juste que je fasse ce que j'ai fait sur la pâtisserie, que je le fasse aussi dans le tennis. Donc, je crée un blog à cette époque-là qui s'appelle Mental d'Acier et je commence à créer des articles, tu vois. Et, euh, et très vite, le truc prend, tu vois, parce qu'il n'y a personne qui fait la même chose que moi.
tu as des préparateurs mentaux, mais la plupart, ils ne savent pas se servir d'Internet. Donc, je suis un peu le seul, tu vois, sur Internet. Donc, très vite, ça marche bien. J'ai, tu vois, très vite, au bout de 3 mois, j'ai 50 à 100 nouveaux clients par mois. Donc, ce n'est pas des clients forcément en coaching individuel, il y en a plein, c'est des clients de formation. Mais voilà, les clients arrivent, on commence à me demander d'aller faire des conférences dans des clubs de tennis, dans tout ça. Et, en parallèle, à ce moment-là, j'ai deux passions. J'arrête petit à petit la pâtisserie. Je me rends compte que c'était plus un tremplin, en fait. J'arrête petit à petit. Mes deux passions à ce moment-là, c'est le marketing sur Internet et le développement personnel. Donc, J'allais te demander comment tu as réussi ouais, On sent qu'en marketing, c'est vraiment naturel chez toi aujourd'hui, en tout cas. ouais. Genre à ce moment-là, je trouve ça dingue ça me fascine de voir que tu peux mettre tu peux mettre de la publicité et tu peux rien faire et avoir de l'argent qui tombe. Et pour moi, ça m'a fasciné et je me souviendrai toujours de ce premier jour où ça fait 3 semaines que je travaille sur mon tunnel de vente, sur ma page de vente, sur mon bon de commande, sur tout ça. Et c'est le premier jour où je mets de l'argent en publicité. Donc à cette époque-là, tu vois, je viens de prendre une coloc. L'argent, c'est encore quelque chose quand même qui est limité. Tu vois, j'ai 24 ans, je suis encore en mode étudiant où on fait gaffe, tu vois, quand on dépense de l'argent. Et là, je mets 10 euros en publicité Facebook. Je me dis, allez, je dépense 10 euros par jour. 10 euros, j'ai l'impression de vendre ma mère, tellement c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et je mets 10 euros. Et là, en, en fin d'après-midi, j'ai un mail de PayPal qui me dit, vous avez fait une vente, vous avez reçu 67 euros. Et le lendemain, pareil, tu vois. Et tu vendais quoi? Un livre, un livre. Non, non, une formation en ligne sur la préparation mentale dans le tennis. Une formation en ligne en vidéo? Ouais, en vidéo. Je vendais ça 67 euros. Et, et le lendemain, je me dis, OK, ben, en fait, il suffit de mettre 20 euros de publicité. Je mets 20 euros et là, j'ai 130 euros qui tombent, tu vois, 2 fois 67 euros. Je me dis, putain, j'ai trouvé un truc où tu mets de l'argent dans la machine et derrière, tu as 7 fois plus qui sort. Et pour moi, c'est génial. Franchement, c'est vraiment une sensation de liberté incroyable, d'excitation incroyable à ce moment-là. Et du coup, ça me donne envie de me passionner encore plus pour le marketing, de devenir un meilleur copywriter, d'améliorer mes pubs, d'améliorer ma compréhension des tunnels de vente et de tout ça. Donc, je me Là passionne aussi, vraiment. tu étais formé. Tu as une aussi grande boulimie sur ces domaines-là que dans le développement personnel ou... Ouais, ouais. Ouais. Ouais, C'était donc, deux passions, quoi. ouais. Ouais. Donc à ce moment-là, je me forme et j'automatise, tu vois. Genre, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, mental d'acier, bah, je fais plus rien. Enfin, je fais plus rien. Je mets juste 300 euros de publicité par semaine. Donc, ça fait 1200 par mois. Et je récupère 10 000 euros à la fin du mois, tu vois. Donc, et tout ça en, franchement, une demi-heure par jour. Juste, je check mes pubs. Donc, je me forme beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps libre, mais je commence à me faire chier un peu. Et un jour, je rencontre un entrepreneur qui me dit, tu fais quoi dans la vie? Et je lui explique, tu vois, je lui explique mes tunnels de vente, comment ça fonctionne, que du coup, j'accompagne des sportifs de haut niveau, machin. Il me dit, mais c'est trop bien ton truc, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça? Et le gars a un cabinet de sophrologie. Et je lui dis, ouais, ok, mais moi, à cette époque-là, je ne fais pas payer, tu vois, juste on met ça en place. Et en fait, on met ça en place, genre je lui mets en place un tunnel de vente, tout ça, parce que ça m'amuse tellement que je le fais gratuitement. Et, euh, et on met ça en place, et 2 mois et demi plus tard, le gars a multiplié par 3 son chiffre d'affaires, juste avec ça, tu vois. Et là, je me dis, ok, je peux le faire en fait à plus grande échelle. Je pas besoin, je peux refaire pareil, je peux euh, utiliser ça, vendre mes compétences aussi à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que je décide de lancer Leader de ton marché, justement. D'accord. Ça, c'était il y a quoi, 3 4 ans? 3 ans. 3 ans. Et donc, en 3 ans, aujourd'hui, tu as une équipe. C'est des salariés que tu as Ouais. ou des indépendants? Indépendant. Là, je parle plus mes notes, hein, regarde. Aujourd'hui, c'est que des indépendants. Il y a une trentaine de freelances. Voilà, une trentaine de freelances qui travaillent pour No Limit Impact, qui est l'entreprise qui possède justement la marque leader de ton marché. On possède D'accord. aussi Leader Closer. Mhm. Euh, voilà. Et en parallèle, j'ai commencé aussi
prendre des parts de certaines Oui. sociétés ouais, avec nos limites d'impact. Et donc, Voilà. du coup, c'est des parts des sociétés que tu accompagnes Ouais, quand tu sens qu'elles ont un exactement. potentiel, par exemple, ou Exactement. Ouais, c'est ça. en échange éventuellement de coaching De ou... coaching, on va aussi leur mettre des ressources à disposition comme nos équipes, comme toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. Et tu les choisis comment? Il y a plusieurs choses qui comptent pour S'il y moi. en a là qui nous écoutent et qui Ouais. voudraient... Est-ce Ouais, que là, je suis full, hein. t'es Genre, full là? non, là, j'en refuse. J'en refuse 2 à 3 par semaine Hmm. parce que. Mais je vais expliquer. je, je l'ai choisi en fait en fonction de plusieurs choses. La première, c'est à la base, c'est parti juste d'une idée comme ça où j'avais un client en coaching individuel qui progressait bien, tu vois, il avançait bien. Mais je me suis dit, putain, mais il y a plein de trucs sur lesquels il rame. Et si je continue à le coacher, bah, il va avoir des résultats, mais en tout cas, il va scaler peut-être en 1 an, tu vois, ou 2 ans. Alors que si je mets mes ressources, mes équipes à disposition, si je commence à être un petit peu dans la partie opérationnelle avec lui, je suis sûr que ce qu'il peut atteindre seul en 1 an, il l'atteint en 2 mois. Ce qui s'est passé, en fait. Du coup, je vais proposer ça. Je vais dire, écoute, ce que je te propose, c'est je te demande rien pour 2 mois. Je te fais une offre irrésistible. Mais juste pendant 2 mois, euh, tu me laisses mettre les mains dans l'opérationnel dans ton entreprise et tu me laisses mettre mon équipe à disposition sur certains projets. Et l'objectif, c'est que dans 2 mois, on atteigne ce chiffre d'affaires. Et ce que je te propose, c'est que si on l'atteint, derrière, je te demanderai 30% de ta société. Est-ce que c'est OK pour toi? Il me dit, je lui dis, tu pourras refuser ou pas, mais si tu veux qu'on continue après les 2 mois, je te demanderai 30% de ma société. Donc, tu n'as rien à perdre. Au pire, ça se passe très bien pendant les 2 mois et tu profites juste de ces 2 mois. Il me dit, OK. Et à la fin des 2 mois, bah, forcément, il me dit, bah, je ne peux pas arrêter maintenant, tu vois, quand je vois les résultats que ça a donné. Et c'est parti de cette idée. Et ensuite j'ai juste partagé ça comme ça à quelqu'un et il m'a dit, mais moi, j'aimerais trop, tu vois. Et du coup, je l'ai fait avec 4 sociétés. Sauf que là, ben, plus les 2 marques que j'ai, donc Leader Ton Marché, Leader Closer, plus les 4 sociétés que j'accompagne, là, je suis full. Je ne peux pas prendre d'autres personnes, mais mon but, c'est justement que, bah, tout comme j'ai pu scaler le coaching, tu vois, et mettre en place des systèmes qui permettent d'accompagner les gens sans moi avec des coachs et des systèmes, c'est de pouvoir faire pareil si l'envie me dit, parce que je ne suis pas sûr en fait que j'ai envie de le faire à une plus grande échelle, je me dis que si je ne passe pas à l'action, c'est peut-être aussi que je n'ai pas vraiment envie de le faire. Parce que ça fait 3-4 mois que je me dis ça et je vois que je ne suis pas passé à l'action. Donc ça, c'est aussi une bonne indication, tu vois. Tout à l'heure, par rapport au fait de je ne passe pas à l'action, c'est parfois quand tu ne passes pas à l'action, c'est aussi que c'est juste que ce n'est pas pour toi. C'est juste que tu as des raisons d'ego, de trucs comme ça. Et je sais qu'il y a un peu d'ego là-dedans, tu vois, de me dire que je peux, je peux créer un empire et tout, mais que ça, c'est plus mon ego qui veut ça et que mon âme, elle veut pas vraiment ça. Mon âme, elle veut partager mon message à une toute autre échelle et à la limite garder que leader closer et leader de ton marché, tu vois. Ouais, Et créer un autre truc qui soit leader tout court. ouais. Et une troisième qui soit leader tout court sur lequel le seul but, ce serait d'aider les gens à maîtriser leur perception et leur pensée parce que je pense que c'est ça qui crée ta vie et de pas transmettre de stratégie, rien, juste les coacher, tu vois, sur leur état d'esprit. Donc voilà, donc ça sert à rien de me contacter pour ça en ce moment parce que je dirais non pour l'instant et en plus je suis pas sûr que ça m'inspire Ouais, de j'entends. faire plus. Et du coup, tu as répondu à des questions que j'avais. C'est quel est ton rêve maintenant à partir de là? Est-ce que tu en as un? Ouais. euh, Et puis, si j'avais une baguette magique et que je pouvais exaucer un vœu, ce serait quoi? C'est quoi, ça me plairait pas. Parce qu'aujourd'hui, ça me plairait pas parce qu'aujourd'hui, Trop facile. non, mais je suis tellement conscient en plus que le rêve est qu'un prétexte souvent. Et ce qui compte, c'est ce qui te fait kiffer au final, c'est plus tout ce que tu as traversé pour y arriver. Et quand tu arrives, tu te dis, bon, bah en fait, ok, mais c'était aussi cool de faire le voyage que ça n'est d'arriver, tu vois, que la baguette magique, je passerai à 99% de l'aventure que je peux vivre. Donc je ne demanderai pas service en me faisant ça. Je préfère vivre les galères qui vont avec, les trucs cool qui vont avec et vivre l'expérience pleinement. Donc, je veux pas de baguette magique. Maintenant, si j'avais un rêve,
ça serait… euh, l'idée derrière est claire, la formulation n'est pas précise, mais en tout cas, là où je me vois, plutôt que de parler de rêve, je parlerai de vision, c'est pouvoir partager ce message que tout est possible, ce message que tout ce qui t'arrive est amour et que l'amour est toujours une option et que c'est toujours la meilleure option. Pouvoir partager que tu peux créer absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Pouvoir partager que quoi qu'il se passe, que tu réussisses ou que tu échoues, tu es 100% aimable et ça ne changera jamais. Et que c'est pas en faisant quelque chose que tu deviens aimable, c'est pas en faisant quelque chose que tu mérites quelque chose. Partager ces choses qui ont transformé ma vie auprès de milliers et de milliers de personnes, de milliers et de milliers de personnes. Donc je me vois à travers le podcast, des interviews, comme je le fais déjà en fait. Je suis déjà en train de vivre mon rêve. Je le vois juste à plus grande échelle. Ouais. Voilà. Merci pour ce partage. Très, très, très inspirant. J'aime beaucoup les leaders inspirants, inspirés, et tu l'incarnes parfaitement. Moi, je trouve que c'est vraiment le rêve que j'avais quand j'ai démarré il y a 11 ans dans l'entreprise. Je trouvais que le monde de l'entreprise, tu l'as connu un petit peu, moi je l'ai connu un peu trop. J'ai passé 10 ans. J'ai trouvé que c'était tellement triste, toute la souffrance Ouais. inutile qu'on s'infligeait. Je veux dire, l'être humain, il a déjà des souffrances inhérentes à son humanité, des blessures, des pertes, etc. On va tous passer par là et on s'en rajoute pour rien, et avec des conditionnements qui ne sont pas les bons. Et je trouve que dans le monde de l'entreprise, tu vois, c'est un peu gagné le pari parce que quand je vois le nombre de coachs, alors ça peut faire un peu peur parce que il y a 48 000 nouveaux coachs par an, mais c'est en train voilà, de s'étendre dans le monde de l'entreprise et c'est en train de s'évangéliser. C'est un vrai chiffre ou c'est un chiffre c'est un exemple? Ok, C'est un exemple. t'es curieux. C'est 40, non, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et par contre, je trouve qu'il y a des domaines, alors je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, il y a des domaines où on en est encore très très loin, c'est le monde médical et le monde de Mm. l'éducation nationale. Et je trouve Mm. pourtant que c'est les deux mondes peut-être les plus, qui bénéficieraient le plus de ces compréhensions-là. Parce que on sait à quel point c'est inhérent à la santé. Hein. Toi, tu as parlé de ton coude. Moi, j'ai eu des tonnes de problématiques psychosomatiques après la gym. Les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Et voilà, il y a des tonnes de choses qui ont un impact sur la santé. Et c'est pourtant l'effet placebo est reconnu, etc. Mais il y a vraiment un blocage, hein, je dirais, vis-à-vis de ça. Et pareil dans l'éducation nationale. Est-ce que tu as une idée de comment ça pourrait s'ouvrir? Parce que pour le coup, les coachs n'ont pas accès à ces mondes-là. Euh, En tout cas, au niveau académique. Après, on y a accès par Internet au niveau du grand public. ouais. Moi, j'ai accompagné des médecins, j'ai pas mal de médecins dans mes clients. Mais voilà, on sent que la profession en elle-même, elle a une telle structuration qu'elle est Mm. hermétique à ça. Mm. Je sais pas. Et c'est pas très important pour moi, en Ouais. fait, ces choses-là, parce que je crois que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir que j'ai, c'est d'être le meilleur exemple de ce que je veux transmettre. Donc, j'ai confiance, encore une fois, Ouais. dans le fait que le monde soit parfait tel qu'il est. Et je ne crois pas aujourd'hui que l'éducation… J'ai cru ça. J'ai eu une bataille, tu vois, dans le passé où je crois que c'est au début quand je démarrais le coaching, mon idée c'était je voulais changer le monde, je voulais que tout le monde soit heureux et je voulais tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'en fait, le monde est exactement comme il doit être. Mm. Et je crois que c'est pas un problème, même si de temps en temps, je peux ressentir un peu comme une forme de colère ou de frustration en moi quand je vois un médecin qui va prescrire juste un médicament. Mais à ce moment-là, en fait, j'essaie toujours de me rappeler qu'est-ce que ça me renvoie à moi, puisque c'est pas le médecin qui m'énerve, c'est ce que ça me renvoie à moi et qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi. Donc aujourd'hui, je crois pas, en tout cas, de mon point de vue, et je crois pas qu'il faille changer ça. Je crois que le monde évoluera comme il a besoin d'évoluer, s'il a envie d'évoluer, s'il a besoin d'évoluer. Et je crois que le seul pouvoir que j'ai, c'est d'être un exemple de ce que j'ai envie de transmettre.
Merci pour cette sagesse. Et ouais, ça m'inspire. Je te remercie. Je pense que le fait d'avoir des enfants que tu emmènes chez le médecin et de les emmener dans l'éducation nationale me renvoie certainement à des peurs. C'est intéressant ce que tu partages. Ça va bouger quelque chose en moi. Cool. Et je dis pas, tu vois, que le jour où j'aurai pas d'enfant, ça me renverra pas aussi assez peur en moi, c'est sûr. Mais bon, déjà, c'est acté, ils n'iront pas à l'école normale. Ouais, ben voilà, tu vois, moi, ça, c'est une question que je me pose en permanence. Pour l'instant, ils sont à l'école normale. Moi, ils n'iront pas à l'école normale. Je ne crois pas non plus, effectivement, à notre monde de la santé. Mais sans pour autant le changer, sans pour autant vouloir le changer, mais j'y crois pas, tu vois. C'est que quand j'étais en France, j'ai jamais voulu me faire rembourser un truc de la Sécu. Mon ex, par exemple, me disait, mais Julien, t'es débile. Genre, là, tu t'es fait opérer, ça t'a coûté 5 000 euros. Tout est remboursé. Tu as juste à envoyer ton putain de papier. Si tu veux, je te le fais et tu récupères 5 000 euros. Et je disais, non, parce que c'est contre mon idéologie. Parce que si je commence à me faire rembourser, j'arrête de prendre la responsabilité de ma santé. Et donc, j'étais contre cette idée. Je le suis toujours. Je respecte totalement les gens qui se font rembourser parce qu'il y a aussi de la stupidité dans le fait de ne pas se faire rembourser. Mon ex avait bien su me le faire comprendre. Mais au moins, j'étais aligné avec moi-même. Tu vois, et c'était plus important pour moi d'être aligné que de me faire rembourser 5 000 euros. Je me suis cassé le poignet en mai. J'étais à Bali. Et bon, bah, bien sûr, tu ne te casses pas le poignet par hasard. Quand il y avait... Ce qui était intéressant derrière, c'est que je me suis rendu compte 2-3 jours plus tard que je pouvais tout continuer à faire, sauf écrire sur le clavier. Et j'étais dans une période où, en fait, je laissais pas de place à mes équipes. Et du coup, ça m'a obligé à ne pouvoir que leur parler. Donc, je ne pouvais plus faire. Parce que le poignet, c'est aussi tu vois, c'est aussi ce que tu fais avec le poignet. Donc, je ne pouvais plus faire. Par contre, je pouvais communiquer. Donc, ça m'a obligé, tu vois, j'avais pas le choix. J'étais obligé de changer ma manière de fonctionner avec mon équipe. Donc, je pense que c'était parfait. Mais bref, pour revenir à la santé, du coup, je fais une radio, tu vois, et on fait la radio, on voit que c'est cassé. Et là, du coup, le chirurgien me dit, le radiologue dit, franchement, il faut opérer euh, parce que il y a des débris d'os, en fait, dedans. Et en fait, si on n'opère pas, vu où l'endroit sont les débris d'os, ou vu où sont les débris d'os, ce qui va se passer, c'est que ça va pourrir à l'intérieur. En fait. Ça va pourrir à l'intérieur et ça va créer une infection et vous pourrez perdre l'usage du poignet. Donc à ce moment-là, je me dis, OK, bah, je vais me faire opérer. Ouais, C'est une bonne idée. Tu vois. Et je suis dans la salle d'attente avec ma copine et là, j'ai comme une intuition. Tu vois, genre, c'est comme un message qui m'arrive qui dit juste aie confiance dans ton corps, tu n'as pas besoin de ça. Et du coup, je dis à ma copine, en fait, je ne vais pas me faire opérer. Elle me dit, comment ça? Tu as entendu ce qu'il a dit, le chirurgien? Je dis, oui, mais j'ai confiance, t'inquiète. On va voir le gars, on dit, en fait, on annule l'opération. Il me dit, mais vous êtes fou, en fait. Genre, vous ne pouvez pas faire ça. Et je dis, si, je sais. Et du coup, dans les jours qui ont suivi, je partageais cette expérience sur Instagram parce que je trouvais ça cool. J'ai médité 2 fois par jour, je faisais de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, tu vois. Et à chaque fois, j'imaginais que mon, mon poignet, mon poignet reprenait, en fait, genre, qu'il se remettait tout seul et que j'avais confiance et que mon corps avait toutes les capacités possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de donc, 2 mois et demi après, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais dans la vie de tous les jours. En novembre, donc ça faisait 5 mois en novembre. En novembre, j'ai pu reprendre la muscu. Je pouvais prendre des poids, je pouvais soulever des poids. Je ne pouvais pas encore faire des pompes directement, tu vois, parce que le poignet, il prend direct. Mais là, je pense que d'ici, peut-être même si j'essaie de faire des pompes, là, je peux en faire. Et en tout cas, je suis sûr que d'ici quelques semaines, j'ai totalement oublié, ça n'existe plus. Et je crois ça, en fait. Une fulgurance, quoi. Tu as eu une clairvoyance. Ouais, mais je crois surtout qu'en fait, on est nous-mêmes les créateurs de nos maladies, ce qui veut aussi dire qu'on est les créateurs de notre guérison. Et qu'on n'a pas besoin d'une source extérieure pour ça. On n'a pas besoin quelque chose d'extérieur pour ça.
Est-ce que tu connais Anita Morgiani que je suis depuis longtemps? Non. Tu connais Joe Dispenza? Oui, moi aussi, mais Anita Morgiani, elle a fait l'expérience elle-même, elle a fait une expérience de mort imminente où elle était en phase terminale de cancer et elle revient avec ces messages-là, mais d'une manière que j'aime beaucoup parce que moi j'aime l'éveil pragmatique, je crois que toi aussi, Ouais. et elle raconte ça avec une précision chirurgicale, ce qui s'est passé, sa guérison après qu'elle soit revenue et comment elle a compris et c'est passionnant. Je crois qu'elle a appelé son premier bouquin Dying to be Me. Et le deuxième, et si c'était ça le paradis, what if this is heaven? Mm. Je le conseille à ceux qui nous écoutent aussi si ça les intéresse, la Ok, santé. je veux bien Anita la... Morgiani, ouais, c'est vraiment une des personnes qui m'inspire en ce moment. Ok, Et elle parfait. est empath, donc sur l'hypersensibilité, l'hyperempathie. Elle fait des programmes d'empath empowerment que j'ai suivis. Elle est très douce, très, très simple. Son message est vraiment très, très simplifié. Je pense que tu aimerais Mhm. bien. Ok, cool. Ouais, ça m'enthousiasme. Ouais. Ok. Super. C'est une question que j'avais pour toi sur la responsabilité, parce que c'est quelque chose qui, je sais, qui t'anime énormément et c'est une de tes valeurs principales, c'est la valeur principale de leader de ton marché, Ouais. c'est prendre sa responsabilité de manière totale. Ouais. Et même, tu l'as mis au-dessus de la valeur satisfaction client. Donc, parfois, vous Ouais. pouvez envoyer chier un client si, s'il ne prend pas sa responsabilité Non. totale. Euh, Effectivement, la première valeur de l'entreprise, c'est la responsabilité dans le sens, rien ni personne à l'extérieur n'a le pouvoir de me faire ressentir une certaine émotion. Si je ressens une émotion, c'est parce que je perçois quelque chose. Je suis responsable de mes émotions. Mes clients sont responsables de leurs émotions. Ce qui veut dire que quand je dis qu'on valorise davantage la responsabilité que le service client, ça veut dire que si un client n'est pas content, ce que je veux, c'est qu'on soit capable de lui rendre son pouvoir à cet endroit-là et de lui montrer que en fait, ce qu'il ressent, c'est lui qui le crée. Ce qui ne veut pas dire que on va pas prendre notre responsabilité. Parce que c'est ça que j'aime dans une relation, c'est que pour moi, une relation gagnante, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation avec des clients, que ce soit une relation avec des amis, c'est que ça marche à partir du moment où les deux prennent 100% de la responsabilité. Ça veut dire que si un client me dit, Julien, quand tu fais genre ce truc-là, c'était de la merde, je te remercie de ce feedback. Et je te remercie vraiment de ce feedback et je vais le prendre en compte et on va implémenter et on va s'améliorer à ce niveau-là. Donc, que tu me fasses le feedback et que tu sois pas OK avec ça, je comprends. Par contre, que ça soit de ma faute si tu ressens ça, ça, je suis pas d'accord, en fait. Ah ouais, c'est super clair, je te remercie. Et le jour où tu as 100 ans, tu es en fin de vie, il te reste quelques heures. Non, il me reste 30 ans quand j'ai 100 ans. Bah, alors, il est à 130 ans, pardon. C'est une éventualité à prendre en compte, tu as tout à fait raison. Surtout que tu manifestes ce que tu crois. Donc, donc tu as 130 ans, il te reste quelques heures, tu le sais, tu as choisi, là, t'en as marre, tu te barres. Et tu te retournes sur ta vie et qu'est-ce que tu aimerais te dire? Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui sont là avec toi disent de ton parcours et de la trace que tu as pu laisser? S'il y a quelque chose, hein, c'est pas obligé que tu aies cette idée-là, mais Rien. Euh, Si je me visualise à ce moment-là, la seule chose qui compte pour moi à ce moment-là, c'est de pouvoir être présent dans cet instant et juste me dire je m'aime et j'aime la vie. Tu mm. C'est l'ultime quête, je dirais, c'est le Graal hein, vois. de s'aimer vraiment. Mhm. Est-ce que pour toi c'est acquis ou est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Ah, c'est C'est quelque lié à chose. toutes les questions qu'on a posées pendant cette interview, hein, de pouvoir se Ouais. détacher de la peur du regard des autres, etc. Tout ça vient de là. C'est vraiment la quête ultime. C'est quelque chose que je cultive. C'est quelque chose, je pense, que je vis. euh,
90% du temps. Et on va dire que j'ai 10% de rechute. J'ai 10% du temps sur lequel je rechute et je me dis, genre parfois je m'en veux, je me dis putain, fais chier, voilà. Ce qui est étonnant quand on est un éveillé pragmatique, c'est que un éveillé pragmatique, il n'est pas tout le temps au top, dans l'amour de soi y compris. Ouais. Mais par contre, quand il n'y est pas, il en a conscience. Pour moi, Ouais. c'est ça surtout l'éveil, c'est c'est être conscient en fait de ce qui se passe. Et parfois, ça rajoute une boucle parce que tu t'en veux parce que tu es conscient que tu n'y es pas. Comment tu sors de cette boucle? Non, ça va. Tu vois, ça je pense que j'avais peut-être ça. En tout cas, je l'ai plus ce truc. Donc maintenant, genre, T'accueilles. ouais, maintenant c'est, ouais, je pense 80-90% du temps, je me sens plutôt je me sens plutôt en paix, on va dire. Je peux être dans l'inconfort, mais en tout cas en paix avec cet inconfort. Et 10% du temps, je vais être frustré, je vais vouloir changer les circonstances extérieures, je vais me plaindre, je vais oublier ce que j'enseigne. et dans, voilà, et dans ces temps-là, je le vois et je sais que ça va passer. Okay. Maintenant, je le vois comme une tempête, enfin comme un orage, tu vois. Je me dis, ok, bon, bah, respire, genre l'orage passe. Assez désagréable là, avec les gens qui t'entourent pendant ce temps précis. Et c'est la vie. That's life. Ouais. Avant que peut-être tu nous partages comment on peut te trouver, les podcasts, comment on s'inscrit à tes programmes, etc. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de nous partager dans cette interview très riche déjà? Non, je crois pas. Je crois que j'ai beaucoup apprécié ce moment. J'ai beaucoup apprécié l'interaction et la manière dont tu posais les questions, la manière dont tu t'es impliqué. Donc, je pense que j'ai du coup délivré tout ce que j'avais envie de délivrer aujourd'hui. C'est très réciproque. Je te remercie. J'ai passé un excellent moment et j'ai beaucoup aimé nos échanges et d'en rigoler un peu aussi. Ça fait du bien. Alors, comment on peut te trouver, Julien? Le podcast, vous mettez podcast Julien Musy sur Google, c'est l'endroit où je partage le plus de cette philosophie. C'est l'endroit où je m'exprime, on va dire, assez librement et où en général les gens apprécient le plus ce que je fais. Et ensuite, sinon, vous pouvez voir tout ce qu'on fait, que ce soit nos programmes d'accompagnement ou nos autres contenus sur julienmusy.com. Vous verrez que musijulien.com, vous verrez que le site internet est un Google Doc. Ce n'est pas une erreur. Et leaderdetonmarché.com. Voilà, vous trouverez tout ce qu'on propose à ces deux endroits. Eh bien, merci infiniment, Julien, pour ton authenticité, ta qualité de présence, ta joie de vivre, voilà, l'énergie que tu dégages. C'était un grand moment pour moi. Je t'embrasse très fort. Bonne continuation et puis au plaisir de te recroiser, de recroiser ta route. Merci à toi.